Bonjour à tous. Que se passerait-il si on redonnait miraculeusement la vue à un aveugle de naissance? Serait-il capable de reconnaître ce qu'il voit? Cette question s'appelle le problème de Molineux, et c'est bien plus qu'une simple question rhétorique. Ce problème est déjà soulevé par l'Armandalou Ibn Tufail au XIIe siècle dans son roman philosophique Aï Im Yaksan. Mais il est plus clairement formulé par une lettre de William Molineux, datée du 7 juillet 1688 et adressée à son ami John Locke, tous deux philosophes. Il pose le problème ainsi. Si on présente à un aveugle de naissance, devenu adulte, deux objets à toucher, faits du même métal, l'un sphérique, l'autre cubique, puis qu'on lui rend la vue, sera-t-il capable de reconnaître les deux objets à la vue sans les toucher à nouveau? D'après Molineux, la réponse est non. L'aveugle a une expérience des formes grâce au toucher, et il ne possède pas d'expérience de la vue, donc il ne peut pas les différencier ainsi. John Locke, dans son essai sur l'entendement humain, appuie cette réponse. D'après lui, l'image de la sphère sur la rétine n'est pas la même chose que l'idée de sphère. Chez un aveugle touchant une sphère, l'idée de la sphère est associée à une perception tactile de l'objet, et aucunement à une perception visuelle. En 1709, George Berkeley, dans sa nouvelle théorie de la vision, conclut également à l'absence de lien entre le toucher et la vue. Il va même plus loin et considère que la réalité n'existe pas, et que ce sont nos sens qui créent notre perception du monde. Cette question semble rester un simple exercice de pensée, mais la chirurgie de l'œil est déjà bien avancée, et certains vont tenter l'expérience. En 1728, William Selden opère un jeune garçon de 14 ans atteint de cataracte congénitale. Voltaire rapporte alors que le chirurgien a reproduit l'expérience imaginée par Molineux. Dans les heures qui suivent l'opération, le jeune garçon semble alors incapable de nommer le cube et la sphère par sa seule vision, confirmant, selon Voltaire, l'hypothèse de Molineux, Locke et Berkeley. À première vue, l'expérience semble tranchée, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Les philosophes Condillac et Lamétrie pensent que l'expérience n'est pas concluante. D'après eux, le jeune garçon n'était pas formé à la géométrie et ne possédait pas les informations suffisantes pour discerner les deux formes. Ils reprennent ainsi la réponse de Leibniz dans ses nouveaux essais, écrits en 1704 mais publiés en 1765 à titre posthume. Pour eux, si un aveugle est correctement formé à la géométrie, il identifiera facilement les deux objets à la vue, en se référant par exemple à sa connaissance des 8 angles du cube, grâce à une conception géométrique mentale qui pense être universelle, commune au toucher et à la vue. Les cas d'aveugles de naissance, susceptibles de retrouver pleinement la vue, sont assez rares. L'expérience peut être renouvelée et la question reste débattue. Mais en 1749, Denis Diderot décide d'adopter une approche assez novatrice. Dans sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, il décide de s'intéresser plutôt au point de vue des non-voyants. Comme Berkeley, il affirme que nos sens limitent notre perception de la réalité. Mais il renverse le dogme platonicien de la prépondérance de la vue. Plutôt que de considérer qu'un aveugle est limité par un sens manquant, il estime que la réalité qu'il perçoit a autant de valeur que celle du voyant. Selon lui, c'est la combinaison de nos sens qui permet de représenter la réalité. Il rejoint alors Leibniz en déclarant que l'idée précède la perception, la vue et le toucher pouvant alors identifier indépendamment des objets déjà connus. Le point commun de ces philosophes, c'est que tous concluent que la vue n'est qu'une simple impression sur la rétine. Mais ils sont en désaccord sur la façon dont nous interprétons cette information, soit grâce à l'expérience, soit grâce à une représentation mentale universelle. Au XIXe et XXe siècle, la question perd de son importance et finit par être reformulée. Quelle part de réalité accorder à la perception de nos sens et son interprétation par l'esprit? Une sphère et l'idée de sphère sont-elles la même chose? La réalité n'existe-t-elle qu'à travers notre perception? Je ne vais pas m'étendre sur la question philosophique, elle est trop longue à traiter ici, mais je vais me concentrer sur la question scientifique. L'expérience non visuelle d'un aveugle lui permet-il d'interpréter une information visuelle? Au cours du XXe siècle, on remarque l'importance des premiers mois dans le développement de la vue grâce à l'étude de bébés chimpanzés, en les enfermant dans le noir dès la naissance. À partir des années 60, Paul Bach-y-Rita commence à développer le TVSS, un système de substitution visio-spatiale. Grâce aux progrès techniques, ils mettent au point à la fin des années 90 un système traduisant le signal visuel d'une caméra numérique en signal électrique, transmis à des micro-électrodes placées sur le corps, traduisant ainsi une information visuelle en information tactile. Même si l'information transmise est assez pauvre, les patients parviennent à l'utiliser pour se repérer dans l'espace et identifier des objets et leur position. Ainsi, un aveugle est capable d'interpréter des informations sur des objets à distance et non plus simplement sur ceux qu'il touche. Comme le laissait penser Diderot, chaque individu recrée mentalement son environnement à partir des informations qu'il reçoit de ses sens. En 2003, le professeur Pawan Sinha du MIT, au sein du projet PACASH, qui opère et soutient les enfants aveugles en Inde, trouva 5 patients pour tester le problème de Molineux. Âgés de 8 à 17 ans, ils étaient quasiment aveugles de naissance, ne pouvant discerner que des changements de luminosité. Entre 2007 et 2010, chacun subit une opération leur permettant de retrouver le plein usage de la vue. Dans les 48 heures qui suivaient,
on leur montrait des objets de formes différentes qu'on leur avait appris à parfaitement différencier par le toucher avant l'opération. Même si l'échantillon était faible, les résultats étaient statistiquement suffisants pour démontrer qu'aucune relation n'était faite entre la forme au toucher et la forme à la vue. Cependant, en retestant les sujets après 5 jours, 7 jours et 5 mois, les performances de relation toucher-vue se sont améliorées pour atteindre les 80 à 90%, indiquant qu'un apprentissage de cette relation avait été nécessaire. En comprenant comment fonctionne notre cerveau, il est plus facile de savoir pourquoi cet apprentissage est nécessaire. L'information perçue par notre rétine est envoyée à différentes aires visuelles primaires situées dans le cortex visuel qui recompose l'image en termes de forme, de mouvement, de distance, de couleur, etc. Ces informations sont ensuite envoyées dans des aires associatives secondaires qui se chargent d'interpréter l'information. Ainsi, dans les aires visuelles, l'ensemble des points est interprété comme une sphère, de couleur jaune, se déplaçant de droite à gauche. Cette sphère mouvante jaune est ensuite interprétée dans les aires associatives comme étant une balle de tennis filant devant nous. C'est une version hyper simplifiée de ce qui se passe réellement. Mais c'est l'idée. Cette méthode permet également de recomposer une information incomplète, comme un cube dont on ne voit jamais toutes les faces en même temps. Les informations auditives, gustatives, odorantes ou tactiles suivent un chemin assez proche dans des aires sensitives primaires spécifiques. Ces informations sont ensuite combinées au sein des aires associatives. Chez un aveugle de naissance, l'absence de stimuli visuels ne permet pas au cerveau de lier des informations provenant de la rétine à des informations de forme. Vu qu'il n'en reçoit pas, les aires visuelles sont recyclées afin de traiter les informations tactiles ou auditives plus efficacement. Mais les aires associatives restent identiques. Cela permet au cerveau d'un aveugle de mobiliser les mêmes zones pour, par exemple, lire le braille que pour lire un texte chez un voyant. Lorsqu'on rend la vue à un aveugle, les informations de la rétine ne sont pas interprétables en premier lieu par les aires visuelles. Un peu comme si on essayait de lire un fichier enregistré dans un format différent. Toutes les informations sont reçues, mais le logiciel ne sait pas les décoder. Il lui faut du temps pour identifier puis interpréter les informations visuelles, de quelques jours à quelques mois suivant l'âge du patient, le type d'objet, etc. Donc si l'aveugle et le voyant interprètent les formes cubes et sphères dans des aires identiques, l'aveugle de naissance n'aura pas de quoi reconnaître l'information visuelle des formes cubes et sphères sans que son cerveau ne se soit entraîné. D'ailleurs, un voyant aux yeux bandés pourra différencier les deux objets, l'expérience permettant d'associer le toucher et la vue d'un objet à la même idée. Il existe donc une part innée, avec l'organisation du cerveau existant permettant de créer des associations entre l'information brute et son interprétation à plusieurs niveaux, et une part d'acquis, avec une expérimentation nécessaire pour créer ces associations. Chez le bébé, cette expérience s'acquiert dès les premiers jours et se poursuit durant les premiers mois. Mais le cerveau étant particulièrement souple, il s'adapte aux informations reçues, tant qu'elles ne sont pas contradictoires. Un aveugle pourra ainsi se représenter le monde de manière auditive et tactile, et saura plus tard apprendre à utiliser la vue si tout le système neuronal est correctement câblé. Du point de vue philosophique, le problème de Molineux pose toujours la question de la différence entre la réalité et notre perception. Mais d'un point de vue scientifique, il a permis de réfléchir au passage de la perception à l'interprétation des informations. Et si le cerveau a tout ce qu'il faut, il nécessite un apprentissage, bien aidé par sa formidable souplesse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à la Facebooker, à la tweeter, et abonnez-vous.